Le corps franc de l'armée juive à Paris et à la libération de la capitale, c'est-à-dire que là, c'est uniquement, je vais évoquer uniquement Paris, mais dans la page YouTube de, d'Hebraïca, on a déjà évoqué le corps franc de Nice. Alors, quelques mots quand même pour resituer pour les nouveaux venus. Je vous rappelle que l'armée juive est un groupe qui est né à partir de deux couples à Toulouse, Ariane Fixman, David Knut, des deux poètes russes sionistes, et puis Genia et Aaron Polonsky, deux juifs d'origine russe aussi. Et dès juillet 1940, ils se sont intéressés au sort que des juifs, justement, même dès les premières lois anti-juives du régime de Vichy, et se sont intéressés surtout à la riposte, à la manière dont les juifs devaient se défendre, devaient se battre. Et c'est ça qui est très, très intéressant, qui est passionnant dans l'armée juive, c'est que nous avons un groupe qui d'ores et déjà pense non pas seulement à l'assistance, au sauvetage, mais déjà à prendre les armes et la couverture du livre, donc de mon livre que j'évoquerai souvent, puisque ce dont je vous parle est exclusivement issu de mon livre qui va sortir le 2 mai. Et la couverture, c'est justement un passage dans le maquis, donc c'était le maquis juif, et on va en parler, juste pas, notamment pour la jeune femme qui est assise devant et qui est, elle, parisienne. En tout cas, comme eux tous, ils sont tous nés à l'étranger, ils sont tous en provenance de Pologne, de Salonique ou même de Syrie, mais ils vont tous se battre en France, pour la France et pour les Juifs. Et donc, là, ce qui est moins connu, finalement, enfin, ce qui est moins connu, c'est ce corps franc de l'armée juive à Paris, parce que à Paris, on évoque toujours les grands mouvements de résistance, les grands résistants, la résistance qu'on va appeler résistance générale, et on l'évoquera à la fin, on s'interrogera à la fin pour savoir pourquoi la parole des militants, des résistants juifs a été tue, mise sous silence euh, quasiment jusqu'aux années 1980 et même c'est resté confidentiel. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ce groupe franc, donc un groupe franc, c'est un groupe militaire qui s'occupe de faire de la guérilla, donc qui s'occupe d'agir en parallèle avec une armée régulière et d'agir en général dans les villes, mais aussi dans les campagnes, et dans ce cas-là, ce sont les maquis. Donc nous, pour Paris, eh bien, il faut attendre 1943 pour que, c'est au moment où toute la résistance en France se met en place, et c'est là que Paris va euh, bénéficier de ce groupe, d'un groupe armé, 43, début 44. C'est un groupe armé qui va être dirigé par un homme, Tony Green. Euh, je vous le montre tout de suite. Tony Green, qui va devenir d'ailleurs ensuite Green. ambassadeur d'Israël. Et cet homme-là va diriger, il est né lui aussi en Pologne, comme on le voit, Tony. et il va diriger le groupe de Paris. Mais comme on va le voir, les groupes francs, on a Nice, Paris, Lyon, Toulouse. Et à Paris, ça c'est un document inédit issu des archives de Lublin, provenance du mémorial de la Shoah. Et on a essentiellement des hommes dont on verra les images, les noms, les photos. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce groupe franc de Paris, on a par exemple André Amar, d'origine de Salonique. On a Chamaï, comme le rabbin Chamaï, César Chamaï, qui lui
est d'origine d'Alexandre, lui, il est né en Alexandrie, en Égypte. Et puis les autres, Poriles avec son frère, Cachou, on va en parler, Jacques Lazarus, très important, on va le voir aussi. Et ces groupes-là sont aussi, alors faudra prendre le temps de le regarder, faire un arrêt sur image pour retrouver notamment les femmes essentielles dans cette organisation, les femmes essentielles qui sont notamment les sœurs, on va le voir, les sœurs qui viennent de Nice. On a beaucoup de femmes qui vont être très, très actives et qui vont nourrir ce corps franc de Paris. Donc, en fait, ce corps franc de Paris, il va connaître deux histoires parallèles. Une première histoire, c'est avant, on va en parler, avant un piège absolument terrible, le piège de la rue Erlanger. Et ça, ce sera en avril 44. Ça, c'est un moment très fort dans l'histoire de l'armée juive et dans l'histoire de la résistance juive. Et puis, et avant, c'est plutôt tranquille. Alors, que fait l'armée juive à Paris avec Tony Green? Donc, je me suis basé sur euh, son, son témoignage auprès d'Annie Latour, témoignage lui aussi conservé au mémorial de la Shoah. Tony Green s'est engagé très tôt, dès 1940, lui aussi. Il s'est engagé dès 1940 dans le mouvement des jeunesses sionistes. Et parallèlement, et ça aussi c'est un élément permanent de la résistance juive, c'est que ils font souvent partie de plusieurs groupes et ils sont à l'intersection de plusieurs groupes. Ainsi, Tony Green était dans l'organisation juive sioniste. Ensuite, enfin, en même temps, il est dans la branche clandestine des EI, des éclaireurs israélites, il sera dans la sixième, où il va être responsable des faux papiers. Et c'est en troisième temps qu'il va être mêlé à l'armée juive, parce qu'il a été repéré très vite comme un militant de la première heure. Il a même fait de la prison. Il a fait de la prison parce que à un an de prison, du 3 août 1940 au 17 août 1941, par un tribunal militaire allemand. Euh, il s'était chamaillé bêtement, il s'était pris dans une bagarre contre des soldats allemands. Et là où il avait beaucoup de chance, c'est que c'était le début de la guerre, c'était avant que la solution finale ne soit décidée. Toutefois, il a été emprisonné, et il a été emprisonné à Fresnes, et il a été libéré juste avant la création du camp de Drancy. Rétrospectivement, on peut voir qu'il a eu beaucoup de chance parce que s'il avait été à Drancy, il aurait fait partie des premiers déportés. Et donc, Tony Green, c'est quelqu'un qui tout de suite s'est engagé dans la résistance, s'est engagé dans le sionisme. C'est aussi un trait permanent de l'armée juive. Et et il va rapidement passer en zone sud pour pouvoir aider davantage notamment le groupe du mouvement des jeunesses sionistes et son chef Simon Lévite qui lui a demandé de venir dans la zone sud. Dans la zone sud, il va, là encore, multiplicité des activités. Il faut qu'ils soient tous plus polyvalents, comme l'on dirait aujourd'hui. Il va s'occuper des faux papiers. Il va faire les passages en Suisse. Et notamment, il va organiser le groupe à Annecy, où il recevait les enfants de Toulouse, de Nice, de Pau. Et il va continuer ses passages en Suisse, y compris après l'arrestation de Mila Racine, vous savez, cette héroïne absolument merveilleuse, assassinée par les nazis. Et ce qu'il déclare dans les années 70 à Annie Latour, il déclare, c'est une très jolie phrase,
sauver des Juifs, adultes et enfants, était une tâche sacrée, car nous pouvions le faire mieux que les autres. Je pense que si nous avons pu aider à sauver quelques 10 000 familles, nous avons fait quelque chose pour l'histoire. Et effectivement, il va aider à sauver, peut-être pas 10 000 familles, mais en tout cas 1 500 personnes. Chaque fois, c'est le chiffre qu'on a vers le passage pour le passage vers la Suisse. Et à part cela, il a pu aider aussi, là, 10 000 familles, très probablement, notamment par les réseaux d'assistance qui aidaient à donner de l'argent, des vêtements, à placer, à faire, à cacher. 43, il est envoyé à Paris. Alors, ça, c'est une idée hyper intéressante et assez originale. En 43, il se dit que c'est le moment d'animer un mouvement de résistance juif sur Paris. Auparavant, c'était trop dangereux parce que auparavant, on avait 1942, la rafle du Veldiv, l'ébullition qui suit la rafle du Veldiv, un euh, 42-43, surtout en 42, on a la mise en place des réseaux de résistance, la mise en place des milices, de la milice et de tous les éléments qui vont lutter contre les résistants. Et il se dit, ça c'était en 42, donc il est mieux dans le sud. Mais dans le sud, c'est là, à partir du moment où la zone sud est occupée, que ça devient le foyer essentiel de la résistance, en particulier Lyon et Toulouse. Donc, il se dit, à ce moment-là, en 43, c'est le moment de retourner à Paris, ça s'est calmé. Ils sont tous focalisés sur le sud. Et en 43, après avoir passé de nombreux mois à effectuer des passages en Suisse, il va créer le groupe à Paris. Et donc, Tony Green va rester dans ce groupe depuis sa création, 43, jusqu'à sa dissolution, c'est-à-dire la libération de Paris, au moment où l'armée juive va devenir l'organisation juive de combat et intégrer et se fondre dans les forces françaises de l'intérieur. C'est pour cela que vous avez cette carte d'identité qui provient du musée virtuel de la Fondation de la Résistance. Voilà, c'est la source. Et vous avez une très belle expo sur les Juifs dans la Résistance, dans ce musée virtuel de la Fondation de la Résistance. Et de Nice, alors, je suis déjà parti de Nice à Paris, où on a des personnalités très importantes, Henri Pohoriles, Maurice Lobenberg, et surtout le nom de Cachou, qui va rester dans l'histoire de la résistance nationale. C'est pour cela aussi le sous-titre de mon livre, La résistance juive, une résistance française, parce que Cachou, on va le voir, il va s'occuper de faire des faux papiers, non seulement pour tous les réseaux juifs, mais aussi pour les réseaux, les autres réseaux, dont l'armée secrète et les forces françaises de l'intérieur. Et donc, il va avoir un rôle très important, ce qui va lui coûter la vie, tout simplement. Et les nazis vont le massacrer après l'avoir arrêté lorsqu'ils auront compris l'importance qu'il avait. Ce On a là des personnalités, donc je vous montre un peu au générique. Lobenberg, Henri Pohoriles, et puis il y avait son frère qui était à Nice, mais visiblement qui est resté à Nice, Zizi Pohoriles, son surnom c'était ceci. Et puis Jacques Lazarus, qui lui va s'occuper de tous les corps francs. C'était un militaire de carrière. Il va s'occuper des corps francs, de monter les maquis. Il a un rôle absolument essentiel. Et à la fin de la guerre, il va apparaître comme un des résistants les plus importants au niveau national, et aussi au niveau des organisations juives, mais résistants au sens armé. Et pour vous, ce soir, comme dirait
un bonimenteur, mais je ne fais pas de boniment. J'ai un cadeau qui est là. En avant-première, ça va apparaître dans mon livre. C'est un portrait effectué par Micheline Kaplan, une camarade de l'armée juive, et c'est la propre fille de Jacques Lazarus qui me l'a envoyé et qui nous a donné l'autorisation de diffuser ce très beau portrait effectué par Micheline Kaplan, ce très beau portrait de son père. Et je reviens à mes acteurs essentiel. On a Jacques Lazarus qui apparaît aussi encore. À sa gauche, Jacques Freyman. Ça, c'est, ensuite, Patricia Graff. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas son prénom, son nom. Henri Broder, Pierre Leb et Albert Cohen en dernier à droite, notre Toulousain préféré. Et là aussi font partie de ces groupes. J'ai gardé de cette photo pour Paris Jacques Lazarus et Patricia Graff. Vous allez voir pourquoi. Une très très belle histoire, une très belle histoire d'amour. Et, pas entre eux, hein, je le dis tout de suite, qu'il n'y ait pas de malentendu, mais entre Patricia Graff et Lucien Rubel. Voilà. Ils ont tous les deux, lui en tout cas, il a l'air d'un étudiant un peu trotskiste, très beau, très romantique. Et je vous dis pas tout de suite, mais en tout cas, à la fin de l'histoire, ils se marient tous les deux. Et pendant toute la guerre, ils seront ensemble. Ça, ce sont les personnages qui étaient présents, qui sont présents parmi d'autres, mais quelques-uns de ces personnages. Lucien Rubel était l'adjoint de Tony Green. Donc, et il a toujours été présent du début à la fin de la guerre. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la guerre? Les actions. Là encore, ça aussi, c'est une archive du musée virtuel de la Fondation de la Résistance. Et les actions sont, euh, je vous dis simplement, là on a les archives avec des adresses de délateurs de juifs. Et euh, ce que dit Tony Green dans son témoignage, pendant l'occupation, les actions, c'est comme celles qui consistaient à attaquer des locaux ennemis ou à descendre des traîtres, ont été décidées et planifiées chez César Chamaille ou André Amar. Carte en main, ils décidaient comment nous devions attaquer une recette perception et le bureau du commissariat aux affaires juives. Tout était minutieusement étudié, même l'emplacement des sonnettes d'alarme, l'endroit où se tenait le gardien, etc. Donc, ils avaient vraiment, c'est ça la résistance juive. Et la résistance juive, c'est une résistance qui va veiller à protéger les juifs de la déportation. Et personne d'autre ne le fera. C'est ça. C'est-à-dire que même lorsque l'on évoque les justes, par exemple, eh bien, les justes, certes, il y a des réseaux. On a parlé du réseau Théas ou Saliège, mais ils sont aidés par des réseaux juifs, notamment le réseau Garel de Lozé. Donc, qui va s'occuper de... Et on a une histoire absolument terrible et qui va le prouver encore une fois, mais qui va s'occuper de euh, protéger les juifs? Personne d'autre que les juifs. Et pour cela, euh, prendre des mesures qui peuvent aujourd'hui, avec du recul, nous sembler terribles, qui pour le régime de Vichy, comme pour l'occupant nazi, étaient associées à du terrorisme. On a vu à Nice comment le réseau de l'armée juive de Nice a dynamité à une boutique d'un antiquaire qui servait de lieu de rencontre de délateurs de juifs, comment ils ont tué les chefs d'un réseau russe blanc, d'abord fait partir et tuer un de délateurs de juifs, parce que cette délation valait en échange de l'argent.
et c'était un réseau quasi mafia. Parfois, c'était simplement des personnes qui étaient particulièrement antisémites au point de tuer, au point de dénoncer des juifs, sachant que une fois qu'ils partaient dans les trains, nul ne savait exactement ce qui leur arrivait, en tout cas très peu de gens le savaient, mais tout le monde savait que ce qui leur arrivait n'était pas un camp de travail, mais plutôt la mort. Et il raconte, et je le raconte dans le livre, mais je ne veux pas m'y étendre, que même Tony Green et son équipe à Paris avaient même arrêté un homme juif qui avait dénoncé des juifs et qui le gardait toute la nuit pour le tuer au petit matin en attendant la preuve qui était une photo et un témoignage. Et Tony Green raconte qu'il avait gardé cet homme-là avec lui, qu'il était malheureux comme tout, Tony Green, que l'autre était encore plus malheureux puisque c'était cette dernière nuit, un juif tuant un juif. Et au petit matin, ils ont eu la réponse. Et le bonhomme, le jeune homme qu'il avait gardé, avec lequel il avait joué aux cartes toute la nuit, n'était pas le traître. Et le traître, il était resté, c'était un traître lyonnais qui était resté à Lyon, mais un traître juif. Donc, on a vraiment des actions euh, qui visent à protéger les Juifs et qui sont très complémentaires des actions, par exemple, des francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée, qui, eux, vont faire des sabotages, qui vont empêcher qui vont empêcher que les moteurs d'avion à Toulouse soient réparés, que les trains de ravitaillement qui partent de Montauban n'arrivent à l'armée allemande. On a comme cela des actions qui se complètent, mais l'action en direction des Juifs, c'est la résistance juive uniquement. Et cette résistance juive qui finalement va inquiéter le régime nazi. Parce que le régime nazi, il a quand même deux objectifs qu'il garde en permanence en action. Ces deux objectifs sont l'occupation de l'Europe et éventuellement étendre cette occupation à d'autres régions du monde et la destruction de tous les juifs d'Europe. Donc, l'armée juive va être repérée parce que va être repérée par les nazis, euh, comme les autres groupes de résistance sont repérés, parce que elle va à l'encontre d'un des objectifs du régime nazi, la destruction des juifs. Et c'est là que se place une action, le piège de la rue Erlanger. Ce document, issu aussi du musée virtuel de la Fondation de la Résistance, a été rédigé par quelqu'un que nous connaissons bien, qui est la fille d'Ariane Fixman, Betty Knut. Betty Knut a rendez-vous alors je vais prendre le temps de le raconter. Betty Knut a rendez-vous dans la rue Erlanger avec toujours des papiers, du courrier provenant de la direction toulousaine, avec des documents, de l'argent, de l'espèce provenant de Suisse, euh, du joint. Mais au moment où elle arrive, l'appartement est dévasté, l'appartement est vide. Et très rapidement, elle se rend compte que toute la direction parisienne, quasiment toute l'équipe de Paris, a été arrêtée. Mais elle a été arrêtée dans des conditions absolument rocambolesques. Que s'est-il passé? Tout commence en avril 44. Donc là, l'arrestation de la rue Erlanger a eu lieu les 19 et 20 juillet 1944. Après le débarquement, c'est au moment de toute façon où on a la recrudescence des actions contre tous les mouvements de résistance. En avril 44, à Nice, Henri Pouhoriles reconnaît une jeune juive russe, Lydia Tchervinsky, et elle sait que Henri Pouhoriles dirige le corps franc de Nice, et elle sait que ce qu'il manque dans tous ces groupes de résistance, hormis l'armée secrète qui bénéficie des parachutages, ce qu'il manque sont des armes. Et elle dit,
qu'elle va mettre en contact le groupe de Nice, donc l'armée juive en général, avec les autorités londoniennes pour bénéficier des parachutages d'armes. C'est vraiment ce qu'il manque. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas les armes, n'ont pas suffisamment. Et Henri Porrilles en parle à la direction toulousaine, Abraham Polomski, Lucien Lublin, Jacques Lazarus. Des armes sont prévues, mais aussi de pouvoir intégrer l'armée juive dans l'armée britannique, comme cela fut le cas en 1917 où Ben Gurion était incorporé et plus tard dans la Seconde Guerre avec Moshe Dayan. Donc c'est vraiment le but de l'armée juive, c'est d'intégrer la grande armée et c'est ça dont ils rêvent. Et, euh, et donc ils vont être mis en contact avec un Anglais qui s'appelle Charles Porel. Ils ont un rendez-vous à Marseille, à Montauban, en mai 44. Ça a l'air de bien fonctionner. On leur promet un voyage express à Londres pour un accord définitif, pour une livraison d'armes et éventuellement la création d'un groupe juif au sein de l'armée britannique. Tout a l'air bien, les contacts sont pris et tout le monde y pense. Donc, rendez-vous à Paris le 11 juillet. Le vol pour Londres est décidé le 17 juillet. Et ce rendez-vous à Paris, on a Jacques Lazarus et le rabbin René Capel, qui font partie de l'armée juive, doivent se rendre à Londres. Ils montent dans une voiture qui doit les conduire dans l'avion. Et Jacques Lazarus, dans Juif au combat, raconte, la voiture démarre, René et moi sommes assis sur la banquette arrière, notre obligeant Cicérone prend place à l'avant, à côté du chauffeur. L'auto parcourt rapidement 500 mètres. Brusquement, notre guide se retourne. Son visage souriant a pris un masque de haine. Il a braqué sur nous un revolver, les mains sur la tête. Commande-t-il? Je me souviens qu'aux premières secondes, des images confuses se succèdent à une allure vertigineuse dans mon esprit. La voiture s'arrête maintenant devant le porche d'un immeuble. J'ai appris plus tard qu'il s'agissait du siège de la Gestapo 180 Oh, rue de la Pompe. Devant ton nous, œil. un passant se hâte, Oh, oh. tandis que les mains en l'air, nous franchissons le seuil de la maison. Nous sommes aussitôt accueillis par trois gardiens, poussés dans une pièce, fouillés, interrogés, tandis qu'autour de nous, une bande, la pipe aux lèvres, forme cercle, deux revolvers sont braqués sur nous. Ça, c'est la première arrestation. Rue de la Pompe, ensuite, tous les membres de la rue de la Pompe vont être jugés à la libération. Les chefs vont être condamnés à mort. Mais, deuxième étape, les locaux de l'armée juive, 75, rue Erlanger, André Amar, César Chamaille, Ernest Appenzeller, Henri Porrilles, Patricia Graff, encore elle, celle qui est sur la photo, sont emmenés, eux aussi, rue de la Pompe. Et parmi eux, Maurice Cachou, enfin Maurice Lobenberg dit Cachou, et qui est aussi rue de la Pompe. Et là, tous passent à la torture, tous. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça, c'était le 18 juillet. 19 juillet, ils arrêtent cette fois les éclaireurs israélites, nos EI. Ils arrêtent les EI 90 boulevard de Courcelles. C'est toujours Charles Porel qui a infiltré tous ces groupes. 12 EI sont arrêtés. Ils rejoignent Fresnes, Drancy. Tous se retrouvent à Drancy, sauf Maurice Cachou. Maurice Cachou qui va être massacré, comme je vous l'ai dit, parce qu'il a été reconnu comme le fabricant des faux papiers, le chef des faux papiers, pour l'ensemble, pour de nombreux réseaux de résistants juifs et non juifs. On a les noms ici, dans la liste de Betty Knut, Henri Porrilles, Maurice Cachou, il y a des surnoms, Trèfle, César Chamaille, Ernest Appenzeller, etc. Claude, j'ai beaucoup d'autres noms. Mais en fait, ce document, c'est ce qu'elle suppose. La liste que je vous ai donnée, c'est la liste exacte.
Ils apprendront plus tard. Alors, je vous donnerai la suite. Non, je vous donnerai la suite. Mais ils apprendront plus tard que Charles Porel s'appelait Karl Rehbein. C'était un membre du service de renseignement militaire allemand. Cet homme-là sera jamais retrouvé après la guerre et il va réussir comme ça à faire tomber plusieurs réseaux juifs en particulier. Et ce qui est, je vous donnerai la suite de ces épisodes, mais je voudrais terminer avec euh, ce Charles Porel. Ce qui est, euh, je sais pas, scandaleux, enfin, ce qui est très révélateur, je vais rester neutre, très révélateur de la situation des Juifs pendant la guerre. C'est leur isolement. On a, Top. on a Mm. témoignage, un témoignage, toujours dans les témoignages à Annie Latour, j'ai retrouvé un témoin, enfin j'ai retrouvé, c'est dans un, il y a 100 et quelques témoignages, un homme qui s'appelle Joseph Linviel. Il raconte. Immédiatement après la guerre, je suis allé avec Henri Porriles, donc il a survécu, hein. Je vous rassure, à part Maurice Cachou, malheureusement, mais ils ont tous survécu, je vous dirai comment. Je suis allé avec Henri Porriles voir l'Intelligence Service, donc les services secrets anglais, qui se trouvaient à ce moment-là au Petit Palais. Nous avons été reçus par un colonel anglais. Il nous a dit qu'il était au courant du fait que tout notre groupe était tombé dans un guet-apens et que Porel était un agent double. Et il a ajouté cette phrase monstrueuse. C'est pas moi qui le dis, hein. Phrase monstrueuse, c'est Joseph Linviel. Ne nous vous, nous, enfin, c'est l'anglais qui a dit, nous ne vous avons pas averti parce que nous n'étions pas intéressés dans cette affaire. Les Anglais n'étaient pas concernés, ils n'ont pas averti les réseaux juifs qu'ils allaient être arrêtés, en tout cas qu'ils étaient euh, euh, pas pirater, ça c'est le terme informatique, bref, qu'il y avait quelqu'un en eux qui allait les arrêter. Et ainsi, donc Joseph Linviel continue, cela m'a évidemment donné un choc. Nous n'étions donc pas aussi importants que nous le pensions, et les Anglais avaient leurs intérêts qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres. Ça, c'est la résistance juive. Les nôtres, les intérêts de la résistance juive sont absolument uniques, défendre les Juifs. Et là, on voit particulièrement bien comment tous les autres groupes, finalement, n'en ont que faire de cette monstruosité, de ce génocide qui se déroule sous leurs yeux, qui se déroule chez eux. Que devient ce groupe arrêté? À la fois les EI, l'armée juive et un autre groupe dont je vous parlerai plus tard, un groupe extraordinaire, les Hollandais, le groupe des Hollandais. Ils se retrouvent donc à Drancy. Là, c'est une image de la cité de la Muette telle qu'elle est habitée aujourd'hui et du wagon qui a été mis en place par toujours tellement précieux Klarsfeld. Et donc, ils sont à Drancy. Et c'est là qu'il y a encore une autre aventure extraordinaire. Ça s'appelle le dernier wagon. Il y a un documentaire sur le dernier wagon, il n'y a pas de film, ça mériterait un film. Nous sommes en août 1944, peu de jours avant la libération. Le directeur de Drancy, le chef de Drancy, l'horrible sanguinaire, Alois Brunner, celui qui a dévasté Marseille, celui qui a opéré des arrestations dans tout le sud, Nice, Toulouse et ailleurs, celui qui a importé à Toulouse, en parle pas seulement à Toulouse, dans toute la France, les méthodes polonaises où il faisait tuer tout le monde, aussi bien arrêter déjà les justes, par exemple, il les a arrêtés, le clergé, il les a arrêtés. Ouais. Donc, Alois Brunner est obnubilé. Il reste 1500 juifs à Drancy. Il veut tous les déporter, tous les envoyer vers les camps de la mort. Mais il ne reste, il se trouve que la SNCF, au mois d'août, fait grève. Ça y est, ça commence. Ouais, ils ont commencé comme ça. C'est vrai, c'est une grève. C'est pas qu'ils s'arrêtent de travailler pour ne pas servir l'occupant, mais ils font grève. Donc, mais une grève pour ne pas servir l'occupant. Il n'y a plus de train. Il trouve un wagon, le dernier wagon.
Et dans ce wagon, il décide d'enfermer ce qu'il peut, surtout les résistants. Et il met 51 résistants. 51 résistants, les membres de l'armée juive dont je vous ai donné la liste, des Hollandais dont je vous parlerai, que c'est absolument extraordinaire, et parmi ces résistants, il y a deux hommes très célèbres. L'un, à part nos protagonistes de l'armée juive, comme Jacques Lazarus, c'est Robert Antelme, l'auteur de l'espèce humaine, celui pour lequel Marguerite Duras écrira La douleur, et un certain Marcel Bloch, il y en a des Bloch, on en connaît tous, mais un certain Marcel Bloch qui deviendra Marcel Dassault. Donc, dans ce dernier wagon, on a 51 juifs, 50, Robert Anthème n'était pas, 51 résistants, majoritairement juifs, et ce train part, mais ils vont tous, alors il part, attention, c'est même pas un train, c'est un wagon. Et ce wagon est entouré d'un wagon avec Alois Brunner et une garde rapprochée. Je vous rappelle qu'Alois Brunner ne sera jamais arrêté, qu'il a très probablement fini ses jours dans un palais en Syrie sous la royauté d'Anwar du père là, Assad. Donc, il est avec une garde rapprochée. L'autre wagon qui était à côté de ce wagon, du dernier wagon, c'est encore d'autres soldats. Et ils vont traverser comme ça l'Europe, vers la France, vers Berlin. Et c'est là qu'Alois Brunner, ensuite, va disparaître. Disparaître de nos radars, presque. Et les membres de l'armée juive vont s'évader, vont réussir à s'évader du wagon. Ils vont sauter du wagon. D'autres n'ont pas eu cette chance, notamment les Hollandais, ont été déportés et certains sont morts en déportation. Donc voilà, ça c'est l'épisode du piège et la fin du piège. Mais, comme vous l'avez vu, Paris, le groupe de Paris n'est pas décimé, puisque décimé à l'origine, c'est 1/10. La quasi-intégralité du groupe de Paris a été arrêtée. La quasi-intégralité du groupe de l'armée de Paris a été déportée. Il faut quand même continuer l'action. Et donc, ils vont envoyer, c'est toujours Toulouse qui décide, toujours nos amis Lublin et Polanski vont demander à Nice de renforcer Paris. Parce que Nice, le boulot a été fait. Et ils vont envoyer notamment Rachel Sheigham, Charlotte Sorkin. Elles vont continuer à travailler notamment pour définir les délateurs, pour les éliminer. Et puis, elles vont travailler pour la libération de Paris. Avec eux, il y a un homme dont je n'ai pas la photo, je rêve de trouver la photo, qui était le grand ami de Jacques Lazarus, qui est mort à Beersheba en 1948 au moment de la guerre d'indépendance d'Israël. Il a sauté sur une mine, c'est Marc Lévy. Et si jamais quelqu'un a une photo de Marc Lévy, celui qui est mort à Beersheba en 1948, j'aimerais tellement le voir. Et ils vont continuer leur travail. Ils sont aussi rejoints par Betty Knut qui est déjà là, avec ses valises d'armes qui viennent du maquis, et ses papiers, ses valises. Et ils vont effectuer, c'est pour ça on a la libération de Paris, ils vont effectuer la libération de Paris. Ils vont totalement s'intégrer. Dans cette libération de Paris, je vous laisse en lire les détails dans mon livre, apparaître le 2 mai, mais il y a deux épisodes absolument fabuleux. Le premier épisode, c'est que le groupe de l'armée juive, dirigé par Tony Green, avec Lucien Rubel, pardon, se voit confier par celui qui dirigeait tout cela, je vais retrouver son nom, Rol Tanguy, se voit confier une mission qui est la libération définitive du camp de Drancy. Drancy, certes, les Allemands sont partis, puisque Alois Brunner est parti avec les derniers soldats et son wagon, le dernier wagon de déportés, mais il est encore dirigé par la gendarmerie
française qui, elle, est encore aux ordres d'un régime de Vichy qui n'a toujours pas déclaré la défaite ou qui n'a toujours pas déclaré, euh, qui n'a pas déposé les armes. Et qui va aller libérer Drancy? Ce sont nos amis de l'armée juive, ceux qui ont survécu, qui n'ont pas été dans ce piège de l'appartement et Gelbert, et qui ont Erlanger, je sais pas, qui n'ont pas été pris dans le piège de l'appartement Erlanger. C'est donc Lucien Rubel avec aussi Albert Ackerberg et Marc Lévy. Ils sont quatre, ils sont dans une voiture, ils ont l'ordre de mettre fin définitivement à ce que fut Drancy, l'antichambre de la mort. Ils y vont, c'est toujours Tony Green qui raconte. À notre arrivée à Drancy, les gendarmes se sont mis au garde à vous. Ils se sont mis à notre disposition. Nous avons trouvé là un groupe qui, à l'intérieur même du camp, avait formé un noyau de résistance. L'un de ses chefs était Paul Drory. Ce groupe devait prendre le pouvoir intérieur parmi les 1500 juifs qui étaient restés au camp. Et qui était resté au camp, qui était enfermé dans ce camp et a échappé à la déportation? Je vais remonter dans mes photos. Il y a donc, c'est lui, Lucien Rubel, qui va libérer sa fiancée, Patricia Graff. Voilà, c'était ça l'histoire d'amour. Et il va libérer sa fiancée, Patricia Graff, qui, par un concours de circonstances, n'était pas dans le dernier wagon et qui a été libérée par Lucien Rubel. Et à la fin de la guerre, ils se marient. Et, enfin, on pourrait ne pas se marier, en tout cas, il y a de l'amour, et c'est beau aussi. Et ça, c'est la première action. La deuxième action, elle est racontée. Pourquoi j'ai mis Paris brûle-t-il? Parce que c'est la libération de Paris, mais parce qu'il y a un épisode, et c'est là qu'on a le silence de l'armée juive. On a un épisode, c'est que l'armée juive a eu pour fonction de voilà, intégrer les forces françaises de l'intérieur, plus précisément le groupe Charcot-Neuville, et avait pour fonction d'assurer la garde de l'état-major du grand chef de ce groupe, qui est Roltanguy. Et à un moment, un camion allemand arrive sur le parvis de Notre-Dame. Dans ce camion, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, juste à côté de l'endroit où se trouvait le siège des forces françaises de l'intérieur, dirigé par Roltanguy. Les, les membres de la résistance française ne voulaient faire qu'une chose, tirer sur ce camion allemand qui arrive là devant. Nos amis, en particulier Tony Green, dit non, ne faites rien, on va aller voir. Ils vont arrêter le chauffeur qui était un SS. Le SS sort une grenade. À ce moment-là, ils le descendent. La grenade n'atteint pas le camion. Et dans ce camion, il y avait des mines et de la nitroglycérine. De quoi faire sauter la préfecture, le pont et probablement la cathédrale Notre-Dame. Si les tireurs français de la résistance, enfin, les juifs étaient français aussi, hein, mais si les tireurs avaient fait ce qu'ils voulaient, avaient tiré sur le camion aurait sauté. C'était un piège. Cet épisode-là, c'est-à-dire finalement comment notre groupe de l'armée juive a sauvé Paris, c'est assez fou, quoi. Il est dans le film Paris brûle-t-il. Il est dans le film. Vous savez, ce film extraordinaire, vous avez la distribution, là. Vous avez Jean-Paul Belmondo, Kirk Douglas, Simone Signoret, Glenn Ford, Yves Montand, Tony Perkins, Michel Piccoli, Claude Rich, Orson Welles. Jean-Louis Frintigny, enfin, bon. Et il est cet épisode-là, mais à aucun moment on dit que c'est les membres de l'armée juive qui ont empêché cette destruction massive de Paris et en particulier de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est comme cela que il y a d'autres anecdotes sur la libération de Paris, et c'est comme cela que l'armée juive a libéré Paris.
En conclusion, on voit que, certes, l'armée juive s'est donnée pour fonction de libérer, enfin de défendre les Juifs, d'empêcher la déportation, leur permettre de survivre. On a vu les différents moyens, mais aussi, à partir de 1944, ils ont tous intégré les forces françaises de l'intérieur et de l'armée juive aux objectifs spécifiquement juifs, mais qui étaient contre les objectifs des nazis, donc tout aussi valables que pour les autres groupes de résistants. Ils se sont totalement intégrés dans la résistance française. Ils se sont totalement intégrés une fois que les déportations ont été arrêtés, eh bien, ils ont pu se consacrer, comme les autres, à la libération des villes. On connaît dans notre région la libération de Castres par le groupe de maquis des ZEI, des éclairs israélites et de l'armée juive, la libération de Toulouse, et on verra les libérations des principales des villes comme Paris, Lyon, Toulouse, Limoges, Nice. Ils étaient tous présents. Et c'est là que cette armée juive est absolument extraordinaire, où on voit comment ce qui peut sembler un intérêt particulier, sauver la vie des Juifs, devient un intérêt général, sauver une nation de, de, par rapport à une destruction programmée. Je vous remercie.